Il y a des histoires qu'on préfère laisser dormir, pas parce qu'elles sont sans importance, mais parce qu'une fois qu'on les a entendues, on ne regarde plus jamais une forêt de la même façon. Celle-ci s'est déroulée dans les Cévennes, à l'automne 1887. Deux frères, une cabane qu'on aurait dû brûler depuis longtemps, et une grotte que personne n'a jamais réussi à refermer, malgré tout ce qu'on y a tenté. Je le sais parce qu'elle m'a trouvé, moi aussi. Je m'appelle Séverin Delcourt. J'avais 43 ans cette année-là, et j'étais arpenteur de métier. Ça faisait presque 20 ans que j'arpentais les crêtes et les combes de cette région, pour le compte des compagnies qui voulaient poser des voies là où personne n'aurait osé s'aventurer. J'aimais travailler seul. Le silence des montagnes m'allait mieux que la conversation des hommes, et j'avais fini par connaître ces pentes aussi bien que le dos de ma propre main. Le 3 octobre 1887, je suis parti du village de Ferrières-le-Haut, avec 2 semaines de vivres. On m'avait chargé de tracer le tronçon d'une ligne qui devait relier les exploitations minières de la Haute-Vallée au chemin de fer principal, à une quarantaine de kilomètres au sud. Un travail que j'avais déjà fait des dizaines de fois. Rien, sur le papier, qui aurait dû m'inquiéter. Les 3 premiers jours se sont passés sans incident. Je prenais mes mesures, je plantais mes jalons, je notais tout dans mon carnet. Le temps était sec et froid, idéal pour ce genre de précision. Je campais chaque soir dans un coin différent. Je mangeais peu, je dormais bien. Le 4e jour a commencé comme les autres, mais quelque chose dans l'air avait changé. Le silence, ce matin-là, était différent, plus épais. Une odeur de terre froide et de feuilles pourries semblait tout envelopper, plus forte que d'habitude, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Je suis tombé sur quelque chose que je n'attendais pas. Une cabane, ou ce qu'il en restait, construite en rondins de châtaigniers, du genre qu'on ne coupe plus depuis longtemps, grisée, presque blanche par endroits, à force de pluie et de gel. Elle avait dû être abandonnée très vite. Les outils traînaient encore dans la cour, les manches pourries mais les lames intactes. Une cuisinière rouillée penchée sur le perron, un pied cassé. Ce qui m'a arrêté, ce n'était pas son âge, c'était son état. À travers les carreaux brisés, je voyais des meubles qui semblaient presque neufs, comme si les gens qui vivaient là étaient sortis un matin et n'étaient jamais revenus, et que le temps, lui, avait décidé de ne pas entrer. Je me suis approché lentement, et j'ai remarqué autre chose. Autour de la cabane, l'herbe poussait jusqu'à environ 3 mètres de la structure, puis s'arrêtait net, comme tracé à la règle. Au-delà, plus rien. De la terre nue, tassée, sans un brin d'herbe, rien. J'ai vu beaucoup de fermes abandonnées dans ma vie, jamais rien de pareil. J'ai fait un croquis rapide, noté la position par rapport à mes jalons. Le soleil descendait déjà vers les crêtes à l'ouest. Quelque chose dans cet endroit me rendait nerveux. Je n'aurais pas su dire quoi. Peut-être ce silence, un silence qui n'était pas naturel. Peut-être la façon dont les ombres tombaient, légèrement de travers, comme si elles ne suivaient pas tout à fait l'angle du soleil. J'ai décidé de revenir le lendemain, et j'ai continué ma route pour trouver un endroit où camper avant la nuit. J'ai installé mon feu à un peu plus d'1 kilomètre de la cabane, près d'une source. La nuit était claire, et surtout silencieuse. Pas un cri de chouette, pas un frémissement de feuilles. J'écrivais mes notes quand je l'ai entendu pour la première fois. Un sifflement. Enfin, pas tout à fait. 3 notes, toujours les mêmes, répétées dans un rythme presque hypnotique, qui venait de la direction de la cabane. Je me suis arrêté d'écrire. J'ai écouté. Ce n'était pas un oiseau. Aucun oiseau ne chante 3 notes identiques, sans jamais varier. Ce n'était pas le vent non plus, parce que l'air était parfaitement immobile. La fumée de mon feu montait droit dans le ciel. Le sifflement a duré une 20aine de minutes, puis il s'est arrêté, aussi brutalement qu'il avait commencé. Je suis resté assis dans ce silence retrouvé, et j'ai senti les poils de ma nuque se hérisser sans que le froid n'y soit pour rien. J'ai passé des centaines de nuits seul dans ces montagnes. Je n'avais jamais ressenti ça. J'ai nourri mon feu un peu plus que d'habitude, et j'ai gardé mon fusil à portée de main en m'enroulant dans mes couvertures. Le sommeil a mis longtemps à venir. Le lendemain matin s'est levé gris, bas, chargé de brume.
J'ai marché plus lentement que d'habitude en retournant vers la clairière, sans trop savoir pourquoi. Et c'est en approchant de nouveau de la cabane que je les ai vus. Des marques dans les arbres que je n'avais pas remarquées la veille. Des symboles gravés profondément dans l'écorce, anciens, mais encore lisibles. Rien qui ressemblait à des marques d'arpentage. On aurait dit des avertissements, des croix dans des cercles, des triangles pointés, des lignes courbes qui donnaient presque mal aux yeux à force de vouloir les suivre. J'ai tout noté dans mon carnet, un par un. La cabane, à la lumière grise du matin, était encore plus inquiétante. Je me suis arrêté un long moment sur le seuil avant d'entrer. Il a fallu que je me force. La porte pendait sur ses gonds de cuir, qui auraient dû pourrir depuis longtemps. À l'intérieur, une seule grande pièce. Un plancher solide sous mes bottes. Une table avec 2 chaises posées exactement face à face. Et sur cette table, une lampe à huile, le verre intact, propre. Je l'ai touché. Il restait de l'huile dedans. Mon doigt est resté propre. Pas de poussière, nulle part. Toute la pièce semblait avoir été balayée quelques heures plus tôt. Au-dessus de la cheminée, quelqu'un avait gravé des mots dans le bois, des lettres profondes, tracées avec soin, faites pour durer. J'ai approché ma lanterne, et j'ai lu, lentement, chaque mot. Ici vécurent Élie et Josué Méran, nés en l'an de grâce 1809, disparus en ce lieu le 17 octobre 1843. Que Dieu ait pitié de ce qu'ils sont devenus. J'avais entendu vaguement des légendes sur des frères qui auraient vécu dans ces montagnes autrefois. Je les avais toujours prises pour des histoires de veillées. Mais j'avais devant moi la preuve que les frères Méran avaient bien existé, qu'ils avaient vécu ici, et que quelque chose leur était arrivé d'assez grave pour que quelqu'un juge nécessaire de graver un avertissement dans leur propre maison. J'ai fouillé la cabane méthodiquement. Dans un coffre, des vêtements qui auraient dû être réduits en poussière depuis longtemps, mais qui restaient parfaitement conservés. Sur une étagère, près de la cheminée, une Bible, ses pages jaunies mais lisibles, avec un registre de famille remontant aux années 1780. La dernière entrée datait du 16 octobre 1843, la veille de la date gravée. Elle disait simplement « Ils viennent nous chercher. Que Dieu nous pardonne ce que nous devons faire. » J'ai recopié ces mots dans mon carnet, la main tremblante. En examinant les murs, j'ai remarqué qu'ils étaient doublés, un espace d'une quinzaine de centimètres entre les rondins intérieurs et extérieurs. Une technique d'isolation courante. Mais en passant la main dans cet espace, j'ai senti quelque chose. Des papiers, des dizaines, tassés dans chaque interstice. J'en ai tiré une liasse, et je l'ai dépliée à la lumière de la porte. L'écriture était soignée, la même que celle du registre de famille dans la Bible. Mais ce que j'ai lu n'avait plus rien de religieux. En haut de la première page, un nom, écrit en toutes lettres. Élie. Les premières pages étaient banales. Élie racontait le défrichage, les récoltes, la chasse, les foires où lui et son frère Josué vendaient leur peau. Il parlait de Josué avec affection. Un homme tranquille, réfléchi, minutieux dans tout ce qu'il entreprenait. Les 2 frères avaient hérité de la terre de leur père et vivaient là depuis des années, sans déranger personne, sans être dérangés. Puis, au printemps 1840, le ton a changé. Élie décrivait des phénomènes étranges dans la forêt autour de la cabane. Le gibier se comportait de façon anormale. Des cerfs immobiles pendant des heures. Des ours tournant en rond jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Des oiseaux qui tombaient du ciel sans raison. La source qui alimentait leur eau se teintait de rouge chaque matin, pendant quelques heures, avant de redevenir claire. Élie décrivait cela d'abord avec le détachement de quelqu'un qui note un phénomène naturel qu'il ne comprend pas encore. Puis l'écriture est devenue plus fébrile, les phrases plus courtes, plus urgentes. Il racontait des rêves, les mêmes rêves partagés par les 2 frères, la même nuit. Il se tenait sur la crête au-dessus de la cabane et regardait quelque chose qui se déplaçait dans la forêt en contrebas. Quelque chose qui marchait sur 2 jambes, comme un homme, mais dont les articulations pliaient dans des directions qu'un corps humain ne devrait pas connaître. Il se réveillait au même instant, trempé de sueur malgré l'air froid, incapable de parler de ce qu'ils avaient vu avant le lever du jour. Élie décrivait des traces trouvées le matin autour de la cabane, des traces qui commençaient à la lisière de la clairière, remontaient jusqu'à la porte et s'arrêtaient net. Comme si ce qui les avait laissées s'était simplement volatilisé,
Le sifflement avait commencé cet été-là. 3 notes, toujours les mêmes, venant de directions différentes selon les nuits. Et en lisant ces lignes, j'ai reconnu avec un frisson la mélodie que j'avais moi-même entendue près de mon feu. À l'automne 1840, les choses se sont aggravées. Des silhouettes se tenaient à la lisière du bois, au crépuscule, observant la cabane sans jamais s'approcher. Les frères avaient d'abord cru à d'autres habitants de la région. Ils avaient crié des salutations. Aucune réponse, aucun mouvement. Les silhouettes restaient là jusqu'à la nuit complète, puis disparaissaient. Une nuit, Josué était sorti avec une torche pour affronter celui qui les observait. Il avait marché droit jusqu'à l'endroit où se tenait la silhouette. Il n'avait rien trouvé, pas une empreinte, pas la moindre trace de présence. Quand il était rentré, Élie écrivait que le visage de son frère était devenu complètement blanc, et qu'il refusait de dire ce qu'il avait vu, ou pas vu, à la lisière du bois. Le lendemain matin, une mèche de cheveux blancs était apparue sur la tempe gauche de Josué, comme s'il avait vieilli de 20 ans en une seule nuit. J'ai continué à lire, absorbé, presque incapable de m'arrêter. Les 2 frères se réveillaient parfois dehors, sans souvenir d'avoir quitté leur lit, les pieds nus couverts de boue et d'éraflures. Ils avaient essayé de s'attacher au lit avec des cordes. Ils se réveillaient détachés, les nœuds défaits avec soin, sans que ni l'un ni l'autre ne se souviennent d'avoir bougé. Ils avaient cessé d'aller aux foires, cessé de chasser à plus de quelques mètres de la cabane, cessé de faire quoi que ce soit qui les éloignerait de la vue de leur maison. Les entrées de l'hiver 1840 à l'été 1843 devenaient rares. De brèves notes sur le froid, le manque de nourriture, des bruits venant de la forêt pendant les tempêtes de neige. Puis, à l'été 1843, l'écriture d'Élie a pris une tournure que je ne saurais décrire autrement que par un mot, effrayante. Ils avaient fait une découverte, quelque chose dans un système de grottes, à quelques kilomètres de la cabane. Ils n'en disaient pas la nature, mais ils écrivaient que cette découverte les avait changés, leur avait donné une compréhension, un pouvoir, un but. Ces entrées devenaient philosophiques, presque religieuses. Mais la religion qu'Élie décrivait ne ressemblait à rien de connu. Il parlait de couches de réalité que la plupart des gens ne perçoivent jamais, d'endroits fins dans le monde où quelque chose d'autre pouvait se manifester, à ceux qui avaient les yeux pour le voir. Les dernières entrées, datées d'octobre 1843, étaient les plus troublantes de toutes. Élie écrivait qu'ils avaient accepté ce qu'ils devenaient, que d'autres arrivaient, des gens des villages, inquiets de leur absence prolongée, que lui et son frère avaient fait ce qui était nécessaire pour se protéger, et pour protéger les autres de ce qu'ils étaient devenus. La dernière entrée portait la date du 17 octobre 1843, celle-là même gravée au-dessus de la cheminée. Une seule phrase. Nous descendons dans les profondeurs, nous ne reviendrons pas, sauf si l'on nous appelle. Je suis resté longtemps assis dans cette cabane après avoir lu ces mots. La part rationnelle de mon esprit m'assurait que je lisais les divagations d'un homme rendu fou par l'isolement. Mais une autre part de moi, celle qui avait senti, dès le premier regard, que cet endroit n'était pas normal, savait qu'il y avait une vérité terrible cachée là-dedans. J'ai rassemblé autant de papiers que possible et je les ai fourrés dans mon sac. Je voulais quitter cette clairière, ce cercle de terre morte, cette sensation d'être observé par quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais dans la nuque, dans les mains, jusque dans les dents. En sortant, je l'ai entendu de nouveau, le sifflement, les mêmes 3 notes, venant de plus haut sur la pente, plus profondément dans la forêt. Je n'ai pas couru. J'ai marché aussi vite que je pouvais, sans courir, en suivant mes jalons vers un terrain plus sûr. Le sifflement m'a suivi sur près d'1 kilomètre, restant toujours à la même distance, ne se rapprochant jamais, mais ne s'éloignant jamais non plus. Puis il s'est arrêté aussi brutalement qu'il avait commencé, et la forêt est retombée dans un silence qui, d'une certaine façon, était pire que le bruit lui-même. Cette nuit-là, j'ai campé bien plus loin que prévu. J'ai gardé mon feu allumé jusqu'à l'aube, sans jamais le laisser faiblir. Je n'ai pas dormi. Chaque bruit, chaque craquement de brindilles me faisait tendre la main vers mon fusil. Les jours suivants se sont passés dans un brouillard de marche et de mesures approximatives.
Je savais que mon travail n'était plus aussi précis qu'il aurait dû l'être. Mon esprit restait rivé à la cabane, au journal, à ce que tout cela impliquait. Le 8e jour, en longeant une crête, j'ai remarqué une ouverture dans la roche, à moitié cachée par des buissons de laurier, l'entrée d'une grotte. Je me suis approché avec prudence. L'ouverture faisait un peu moins de 2 mètres de haut. La roche calcaire autour était étrangement lisse, polie, comme sculptée par de l'eau pendant des siècles. Mais il n'y avait aucun cours d'eau à proximité pour expliquer une telle érosion. Je suis resté un moment devant l'ouverture, la main sur ma lanterne, sans allumer. Puis j'ai fini par craquer l'allumette. Le passage descendait en pente douce, assez haut pour que je puisse marcher debout. L'air y était immobile, lourd, comme s'il n'avait pas été dérangé depuis très longtemps, sans la moindre odeur de moisi. Pourtant, ce qui n'avait aucun sens pour un endroit enfermé sous terre depuis des décennies. Après une 50aine de mètres, ma lanterne a éclairé quelque chose qui m'a figé sur place. Des symboles, les mêmes que sur les arbres autour de la cabane. Mais ici, plus élaborés, plus denses, recouvrant chaque centimètre de roche disponible, formant des motifs qui semblaient onduler à la lumière tremblante de ma flamme. En m'approchant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de marques aléatoires. Elles formaient une sorte de texte, une langue que je ne connaissais pas, mais qui semblait obéir à une grammaire, à une structure. Certains symboles se répétaient à intervalles réguliers, comme des mots. D'autres restaient isolés, comme s'ils portaient un poids particulier. J'ai essayé d'en esquisser quelques-uns. Plus je les regardais, plus une douleur sourde s'installait derrière mes yeux. J'ai continué à descendre, poussé par une curiosité qui outrepassait tout bon sens. Le passage ne se ramifiait jamais, un seul couloir, trop régulier pour être naturel, comme taillé par une intention plutôt que par l'érosion. Après un bon quart d'heure de descente, le passage s'est ouvert sur une chambre plus vaste. Je me suis arrêté sur le seuil, j'ai levé ma lanterne. Ce que j'y ai vu me hantera jusqu'à la fin de mes jours. La salle était circulaire, une 12aine de mètres de diamètre, le plafond se perdant dans l'obscurité au-delà de la portée de ma lanterne. Les murs étaient couverts des mêmes symboles, disposés cette fois en spirale qui attiraient le regard vers le centre. Et au centre, gravé à même le sol de pierre, un motif si dense, si étrange, que j'ai mis un instant avant de comprendre ce que je regardais. Des cercles concentriques, chacun rempli de symboles plus petits, tous rayonnant depuis un point central où quelqu'un avait sculpté ce qui ressemblait à une ouverture. Un trou dans la réalité elle-même, représenté en 2 dimensions, mais suggérant pourtant des profondeurs impossibles. Autour de ce dessin, le sol portait des sillons, des rainures usées dans la pierre, comme si des gens avaient marché en cercle autour de ce point pendant si longtemps avec une telle régularité qu'ils avaient fini par user le calcaire. Et sur les bords de la salle, des objets, disposés avec un soin manifeste, des outils agricoles, rouillés mais reconnaissables, des vêtements pliés avec soin, 2 costumes du dimanche du style des années 1840, des livres, dont une Bible, et des objets personnels, une montre à gousset, le verre fissuré, les aiguilles arrêtées à 3h17, une paire de lunettes tordues mais intactes, une broche en métal sombre que je n'ai pas su identifier, une pipe en bois sculpté, 2 gobelets d'étain, cabossés mais propres. Je suis resté debout au centre de cette salle, tournant lentement sur moi-même, ma lanterne projetant des ombres démesurées sur les parois. C'était donc ici, l'endroit qu'Ellie avait décrit dans son journal, l'endroit où les frères Méran avaient fait leur découverte. J'ai compris, d'un coup, que cette chambre n'était pas la fin du réseau souterrain. Il devait y avoir d'autres passages, d'autres salles, s'enfonçant toujours plus profondément dans la montagne. Et quelque part, dans ces profondeurs, quelque chose attendait. Je suis reparti vers la sortie, aussi vite que je pouvais, sans courir. La douleur derrière mes yeux s'était transformée en un martèlement continu. Je sentais autre chose aussi, une pression dans mon esprit, comme si quelque chose essayait de s'y frayer un chemin, de me faire comprendre, de me faire voir ce que les frères avaient vu. J'ai résisté de toutes mes forces, concentré sur le simple fait de mettre un pied devant l'autre, de suivre le passage vers la lumière du jour.
Quand je suis enfin ressorti, l'air frais m'a frappé d'un coup. J'ai respiré à plein poumon, essayant de chasser un goût étrange dans ma bouche, un goût de cuivre et de vieille pierre. Je n'ai jamais marqué l'emplacement de cette grotte sur mes cartes. J'ai bâclé le reste de mon travail, pris des mesures approximatives là où j'aurais dû être précis. Je voulais une seule chose, sortir de ces montagnes. Il m'a fallu 3 jours de plus pour terminer suffisamment mon relevé, et durant ces 3 jours, je n'ai presque pas dormi. Quand le sommeil me prenait malgré tout, je rêvais de ces symboles, ondulants, essayant de s'arranger en motifs qui finiraient par me faire comprendre ce que les frères avaient compris. Le 13 octobre 1887, je suis rentré à Ferrières-le-Haut. J'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 jours. Mon visage était creusé, mes mains tremblaient, et je le sentais bien. J'ai passé 2 jours entiers dans ma chambre, sans voir personne, sans manger, assis devant la fenêtre à regarder les montagnes. Le 3e jour, je suis allé trouver le magistrat local, un homme nommé Hilaire Fontaine, qui vivait dans la région depuis plus de 60 ans. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les pages du journal, mes croquis des symboles. Je lui ai décrit la chambre souterraine. Il m'a écouté sans m'interrompre, le visage de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, si long que j'ai cru qu'il ne me croyait pas. Puis il a ouvert un tiroir de son bureau et a sorti un dossier usé, attaché avec un lacet de cuir. À l'intérieur, des papiers jaunis, des témoignages, des documents officiels, des récits fragmentaires. Une image que j'aurais préféré ne jamais avoir à regarder en face. Fontaine m'a expliqué qu'il y en avait eu d'autres, au fil des années. Des gens qui avaient croisé quelque chose lié aux frères Méran et au lieu qu'ils fréquentaient. Les documents remontaient à l'hiver 1843, quand plusieurs familles avaient organisé une battue pour retrouver Élie et Josué, qui n'étaient pas venus à leur foire habituelle. La battue avait trouvé la cabane exactement comme je l'avais trouvée moi-même, avec cette même inscription au-dessus de la cheminée. Mais ils avaient trouvé autre chose aussi, des choses qui n'étaient pas là quand j'avais fouillé les lieux. Des indices suggérant que les frères Méran avaient fait des choses terribles, dans les semaines précédant leur disparition. Fontaine n'est pas entré dans les détails, mais son visage en disait plus que n'importe quel mot. Les chercheurs avaient scellé la cabane, ou essayé. Ils avaient gravé ces symboles de protection sur les arbres autour de la clairière, de vieux signes censés contenir le mal, ou du moins avertir les autres de rester à l'écart. Mais au fil des décennies, les gens continuaient à tomber sur la cabane, en arpentant, en chassant, en se perdant simplement. Et certains d'entre eux avaient vécu des expériences semblables à la mienne. Ils avaient entendu le sifflement, ils avaient senti la présence, ils avaient perçu que quelque chose de fondamentalement anormal habitait cet endroit. Fontaine m'a parlé d'un trappeur nommé Silas Grangier, qui avait campé près de la cabane en 1859 et avait disparu sans laisser de traces, son équipement retrouvé éparpillé dans les bois comme s'il avait fui quelque chose. Il m'a parlé d'un bûcheron, du nom de Herbert Massin, qui avait exploré le réseau de grottes en 1872 et en était ressorti 3 jours plus tard, l'esprit brisé, incapable de dire autre chose que des phrases décousues à propos de quelque chose qui attendait dans les profondeurs, de frères qui allaient devenir autre chose, de tunnels qui descendaient sans fin. Massin avait fini ses jours dans un asile. Fontaine lui avait rendu visite une fois, l'avait entendu délirer sur les symboles des parois, sur l'historique qu'il racontait, sur la façon dont les frères Méran avaient appris à lire cette histoire et à en suivre les instructions. Herbert Massin était mort en 1879. Ses derniers mots, selon le gardien de l'asile, avaient été un avertissement. Ne les laissez pas revenir. Quoi qu'il arrive, ne les laissez pas revenir. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, ce que signifiait, pour les frères Méran, revenir. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a d'abord refermé le dossier devant lui, comme s'il cherchait ses mots, ou peut-être le courage de le dire. Sa réponse m'a glacé jusqu'aux os. Selon les récits qu'il avait recueillis au fil des ans, selon les histoires chuchotées dans les hameaux les plus isolés, Élie et Josué n'étaient pas morts en 1843. Ils s'étaient transformés, ou transcendés, mais ils n'avaient pas cessé d'exister. Ils attendaient, disait-on, dans les profondeurs, attendant qu'on les appelle.
et les symboles de la grotte étaient à la fois un avertissement et une invitation. Des instructions destinées à quiconque aurait le savoir et la volonté de s'en servir. Fontaine m'a raconté qu'on avait tenté, à plusieurs reprises, de sceller la grotte, voire de la faire s'effondrer complètement. Chaque tentative avait échoué, d'une manière qui suggérait que quelque chose s'y opposait activement. Des explosifs qui auraient dû réduire des tonnes de roches en gravats n'avaient jamais explosé. Des barrières construites devant l'entrée se retrouvaient éparpillées et brisées le lendemain. Des ouvriers chargés de fermer la grotte avaient ressenti une telle sensation d'effroi et d'anormalité qu'ils avaient refusé de continuer, peu importe la somme proposée. J'ai dit à Fontaine que la grotte devait être signalée sur les cartes officielles, identifiée comme dangereuse. Il a secoué la tête lentement et m'a expliqué qu'on avait déjà essayé. Les gens qui partaient dans ces montagnes avec des cartes indiquant l'emplacement de la grotte constataient que les repères ne correspondaient plus, que le terrain semblait s'être déplacé, qu'ils ne trouvaient pas l'entrée même en se tenant exactement à l'endroit indiqué. Mais ceux qui ne la cherchaient pas, ceux qui arpentaient, chassaient ou se contentaient d'errer, la trouvaient sans difficulté, comme si elle voulait être trouvée par certaines personnes à certains moments. J'ai compris, à cet instant, que j'avais été l'une de ces personnes. Fontaine m'a demandé ce que je comptais faire des pages que j'avais emportées. Je lui ai dit la vérité. Je comptais les brûler. Toutes les pages, tous mes croquis, toutes mes notes. Puis quitter cette région et ne jamais y revenir. Il a approuvé, mais m'a demandé s'il pouvait d'abord copier certaines pages, pour ses propres archives, afin que cette information ne soit pas complètement perdue. J'ai accepté, à contre-cœur, et j'ai passé plusieurs heures à le regarder recopier soigneusement des extraits du journal Daily, à la lueur d'une lampe. Quand il a eu terminé, j'ai pris les pages originales, ainsi que tous mes croquis, et je les ai brûlés dans la cheminée de son bureau, regardant le papier noircir, se recroqueviller et se réduire en cendres. J'ai quitté Ferrières-le-Haut le lendemain matin, et je ne suis jamais revenu dans cette partie des Cévennes. J'ai continué mon métier d'arpenteur, mais j'ai limité mon travail aux régions déjà bien cartographiées, où il n'y avait ni cabane oubliée, ni réseau de grottes mystérieux. Je n'ai jamais parlé publiquement de ce que j'avais vécu, seulement à quelques amis proches, en qui j'avais confiance. Mais en privé, j'ai continué à chercher qui étaient réellement les frères Méran, avant qu'ils ne deviennent autre chose. Ce que j'ai découvert n'a fait qu'approfondir le mystère. Élie et Josué étaient nés en 1809, jumeaux, dans une famille où la mère était morte en couches. Un deuil, dès le premier jour. Leur père, Isaac Méran, était un prédicateur austère qui avait déménagé sa famille dans les Cévennes lorsque les garçons étaient encore adolescents. Un homme dur, qui élevait ses fils dans l'isolement, leur apprenant à lire uniquement par la Bible, leur enseignant que le monde extérieur était corrompu, qu'il fallait craindre et haïr tout ce qui ne correspondait pas à sa vision étroite de la vertu. Isaac était mort en 1834, écrasé par un arbre qui l'abattait mal. Après sa mort, les jumeaux avaient continué à vivre dans la cabane, à entretenir la ferme, à mener leur existence isolée. Mais quelque chose avait changé dans les années qui avaient suivi. Les rares marchands qui traitaient avec eux racontaient que les deux frères s'étaient mis à s'intéresser aux livres, n'importe quel livre, qu'ils payaient à bon prix, des ouvrages de philosophie, de science, d'histoire, des sujets étranges pour deux paysans de montagne. Ils posaient des questions précises sur la géologie, sur les grottes, sur les vieilles légendes associées à la région. Un marchand du nom de Gédéon Sarrazin m'a écrit qu'il leur avait vendu, en 1839, un livre étrange, acquis lors d'une vente de succession. Un ouvrage ancien, imprimé au siècle précédent, traitant de ce qu'on appelait alors la philosophie naturelle, un mélange de sciences primitives et de mysticisme. Sarrazin se souvenait de ce livre précisément à cause de l'excitation des frères en le voyant, de la façon dont il l'avait payé 2 fois son prix sans marchander, dont il l'avait manipulé avec une sorte de révérence qui lui avait paru excessive pour ce qu'il considérait, lui, comme un vieux livre moisi plein de sottises. J'ai retrouvé d'autres témoignages, reconstituant à peu près le portrait des frères dans les années précédant leur disparition. Après 1839, ils s'étaient fait de plus en plus rares dans les villages, achetant leurs provisions en grande quantité pour espacer les contacts. Quand ils apparaissaient, on remarquait des changements. Ils avaient maigri. Leurs yeux avaient pris une intensité étrange.
et leur attention semblait toujours ailleurs, même en pleine conversation. Une femme du nom de Clémence Roussel, qui tenait un commerce dans l'un des villages, m'a écrit qu'elle avait vu Josué Méran pour la dernière fois à l'été 1843. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines, le visage tiré et blême. Quand elle lui avait demandé s'il allait bien, il avait souri d'une façon qui l'avait profondément mise mal à l'aise, et lui avait répondu qu'il allait mieux que bien, qu'il devenait quelque chose de nouveau, quelque chose qui dépassait les limites de l'existence ordinaire. Elle avait pensé qu'il était fiévreux, lui avait conseillé de voir un médecin. Il avait ri, et lui avait répondu que les médecins ne connaissaient rien à ce genre de transformation. Plus j'apprenais, plus je me convainquais que les frères Méran avaient trouvé quelque chose dans cette grotte, quelque chose qui les avait fondamentalement transformés, et qu'ils avaient embrassé cette transformation, volontairement, avec ferveur même. Cette pensée me troublait plus que tout le reste. Si les frères avaient été des victimes forcées, contraintes par une force malveillante, cela aurait déjà été terrible. Mais l'idée qu'il les choisit, qu'il les accueillit, suggérait quelque chose de bien plus dérangeant sur la nature humaine, et sur le genre de savoir que certains hommes sont prêts à rechercher, quel qu'en soit le prix. J'ai essayé de retrouver ce livre acheté à Gédéon Sarrazin, en vain. Le fond de son magasin avait été dispersé des années plus tôt, et il n'y avait aucun moyen de savoir ce qu'il était devenu. Au printemps 1888, j'ai reçu une lettre d'Hilaire Fontaine. Un nouvel incident s'était produit près de l'ancienne cabane. Un groupe de chasseurs avait campé dans les environs et avait entendu ce même sifflement, ces mêmes 3 notes répétées sans fin toute la nuit. L'un des chasseurs, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Corentin Hamon, s'était éloigné de ses compagnons, attiré vers la source du son. Ses compagnons l'avaient cherché toute la nuit, torche à la main, en criant son nom dans le noir sans obtenir de réponse. Ils l'avaient retrouvé au petit matin, debout à la lisière de la clairière, immobile, complètement absent, les yeux ouverts mais ne voyant rien. Ils l'avaient ramené au village, mais Corentin ne s'était jamais vraiment remis. Il pouvait parler, marcher, accomplir des tâches simples, mais quelque chose en lui avait été retiré ou modifié. Il passait ses journées à fixer le vide, ses nuits sans rêver. Quand on essayait de lui parler de ce qui s'était passé, il répondait seulement qu'il avait vu les frères, qu'il l'attendait dans la cabane, qu'il voulait lui montrer quelque chose, mais que ses amis l'avaient tiré en arrière avant qu'il ne puisse voir pleinement. Corentin avait commencé à dessiner des symboles, les mêmes que dans la grotte, que sur les arbres, page après page de motifs qu'il ne pouvait ou ne voulait expliquer. Fontaine avait confisqué ses dessins pour les ajouter à sa collection. Il m'écrivit qu'il était désormais convaincu que cette affaire n'était pas simplement l'histoire de 2 hommes devenus fous ou disparus dans la nature. C'était quelque chose de bien plus complexe et de bien plus dangereux. Quelque chose qui continuait d'exercer son influence des décennies après la disparition des frères eux-mêmes. Il me demandait si j'avais une idée de ce qu'il fallait faire, de ce qui pourrait mettre fin à ce cycle d'incidents qui semblait tourner autour de cet endroit. Je n'avais pas de réponse. Je lui ai écrit que certaines choses ne pouvaient pas être arrêtées ni contenues, seulement évitées, et que le mieux qu'on puisse faire était de rester à l'écart de cette cabane et de cette grotte, et d'avertir les autres de faire de même. Mais je savais, au fond, que les avertissements ne servent souvent à rien. Les gens sont curieux par nature, attirés par le mystère, par les endroits qui portent en eux une sensation de danger ou de savoir interdit. Tant que la cabane resterait debout et la grotte accessible, il y aurait des gens pour les trouver, pour entendre le sifflement, pour sentir l'attraction de ce qui attend dans les profondeurs. J'ai passé le reste de ma vie à penser aux frères Méran, à ce qu'ils étaient devenus, à l'endroit où ils avaient disparu. J'ai fait des cauchemars. Je marchais dans des couloirs sans fin couverts de symboles qui ondulaient. Je me tenais dans cette chambre souterraine pendant que quelque chose approchait depuis les tunnels les plus profonds. Quelque chose qui avait été humain autrefois, et qui ne l'était plus. Je me réveillais le cœur battant, un goût de cuivre dans la bouche, et je restais éveillé jusqu'à l'aube, n'osant pas refermer les yeux. Je suis vieux, à présent, 77 ans, et le cœur qui ne tiendra plus bien longtemps. J'ai couché ce récit par écrit, dans son intégralité, et je l'ai fait sceller dans une lettre destinée à quiconque s'intéressera un jour à l'histoire de ces montagnes. Elle sera déposée chez un notaire,
avec une instruction de la rendre disponible aux chercheurs après ma mort, mais de ne jamais la publier. J'y ai consigné des détails que je n'ai jamais confiés à personne de mon vivant, des détails sur ce que j'avais vu dans cette chambre souterraine, que j'avais été trop terrifié pour mentionner, même à Hilaire-Fontaine. Je la termine par un avertissement, une supplique pour que les grottes soient scellées définitivement, que la cabane soit réduite en cendres, que toute trace des frères Méran soit effacée. Mais d'après ce que je sais, la grotte est toujours là, la cabane tient toujours debout. Et de temps en temps, quelqu'un s'égare dans cette clairière, et ressent ce que j'ai ressenti, et entend, la nuit, ce même sifflement. Vous vous demandez peut-être s'il existe des lieux qu'on devrait simplement laisser tranquilles, des endroits où quelque chose d'autre semble parfois pouvoir passer. Je ne sais pas répondre à cette question. Je sais seulement qu'il y a des noms qu'on efface des registres pour une bonne raison, et des histoires qu'on enterre parce qu'elles méritent de l'être. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.